Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux dans cette belle salle de la mairie du 3e arrondissement. Donc nous sommes dans ce printemps de l'économie, peut-être la table ronde la moins économiste ou la moins économique qui soit. Néanmoins, je pense, et j'espère que nous vous convaincrons, que d'autres regards sont utiles, importants. Nous allons abandonner pour un petit moment, pour 1h30, l'agent économique abstrait, ce consommateur, ce producteur, cette force de travail ou ce facteur travail qui est voilà, une des représentations finalement quand même assez importante dans la modélisation économique pour rajouter de l'homme, de l'humain, des racines, des passions, du sang, des poils, tout ce que vous voulez, enfin quelque chose qui fait que l'agent que nous allons vous présenter est peut-être un tout petit peu moins désincarné que celui que vous présentent souvent les économistes, avec d'excellentes raisons pour le faire, évidemment. Donc nous commencerons par Marc Abélès, parce que c'est lui qui peut-être pourra nous poser un petit peu ce que c'est l'anthropologie et la méthode qui est celle des anthropologues. Et puis on commence aussi par lui, parce que c'est lui qui va nous parler de la France, et ensuite on ira par cercle concentrique en s'éloignant du terrain français pour aller dans le monde entier. Et comme on parle justement de globalisation, ça tombe bien. Nous avons quand même pas que des anthropologues autour de la table. D'abord, moi, je n'en suis pas une, j'ai simplement fait Sciences Po. J'ai été journaliste économique, ce qui ne veut pas dire que je sois économiste, mais enfin, j'ai fait suffisamment d'études d'économie pour quand même oser en parler. Et puis, donc j'ai cessé d'être journaliste à plein temps il y a 8 ans, et je me suis intéressée aux questions de faits religieux et de laïcité, qui sont un autre ressort de l'activité humaine qui, ça ne vous aura pas échappé, s'est rendu un petit peu plus visible depuis une quinzaine d'années. Donc, monsieur Jean-Bernard Ouédraogo, lui, il est sociologue, et les 3 autres sont des anthropologues, à part Adrien Sayag, qui a quand même des diplômes d'économie. Mais enfin, maintenant, il est quand même anthropologue. Alors, je vais d'abord donner la parole à Marc Abélès, et puis après, c'est la dynamique de la discussion. À vous, monsieur. Bonjour et merci de votre invitation. Je crois qu'on est tous un peu anthropologues, et on est toujours un peu l'anthropologue de quelqu'un. On a une curiosité, je dirais, pour des sociétés différentes, et c'est ça qui a été toujours le ressort un petit peu de l'anthropologie. Et c'est vrai que la tradition anthropologique, c'était de courir un peu de par le monde, donc il y a un aspect mondialisé, globalisé, qui est un peu inhérent à la profession d'anthropologue, donc aller loin, aller dans ce qu'on appelait à l'époque des sociétés primitives, ou aller dans des mondes un peu exotiques, et essayer d'explorer, de voir, de comparer aussi avec ce qui se passe dans nos sociétés. Donc il y a cet aspect comparatif, il y a cet intérêt pour l'altérité, on peut dire, qui est consubstantiel de la démarche anthropologique. D'où la nécessité de faire ce qu'on appelle du terrain. Vous avez dit le mot terrain, et le terrain est très important, donc d'aller voir et de faire ce qu'on appelle aussi de l'ethnographie. Un travail minutieux, un travail de recueil aussi, de coutumes, de mythes, de manières de vivre, etc. Et puis, ça c'est l'anthropologie, je dirais, au sens traditionnel, tel qu'on l'a pratiqué, en particulier depuis le début du XXe siècle. Et puis, il se passe que dans les années, disons, 80-90, il y a une mutation assez profonde de l'ensemble de l'humanité, avec ce phénomène de ce qu'on appelle aujourd'hui globalisation. Et par globalisation, j'entends une intensification de la circulation des êtres humains, de la circulation des marchandises, et aussi de la circulation de l'information, et avec toutes sortes de moyens nouveaux, en particulier Internet, et donc un monde qui change complètement et qui est de plus en plus interconnecté et de plus en plus intégratif. Ce qui fait que des sociétés telles que nous les connaissions, des gens qui allaient travailler en Amazonie, au fin fond de l'Asie, etc., se retrouvent avec
des gens qui sont leurs contemporains au sens propre, c'est-à-dire qu'on a toujours été dans le présent, mais ce présent est contemporain, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes préoccupations que nous, ils peuvent se relier à Internet, et je vois aujourd'hui des gens qui font justement du terrain et qui peuvent discuter avec des sociétés à distance, avec des informateurs qui sont très loin d'eux, et comme ça, tout change et toutes ces connexions transforment complètement la profession d'anthropologue. Et en quelque sorte, ce qui se passe pour nous, c'est assez extraordinaire, c'est que notre objet a changé. C'est-à-dire qu'un historien qui travaille sur la Révolution française, la Révolution française, on peut l'interpréter de mille manières, mais elle n'a pas changé. Mais nous, les gens à qui on a affaire ne sont plus du tout les mêmes que ceux avec qui on travaillait. Donc ça, c'est considérable. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que nous suivons la globalisation depuis un certain nombre d'années. Le terme apparaît au début des années 90 dans les sciences sociales. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que tout à coup, il y a un enthousiasme au début, c'est l'ouverture du monde, c'est le marché, c'est la démocratie, et tout va s'arranger. C'est ce que Fukuyama appelle la fin de l'histoire. Hein. Et puis en fait, ça se passe pas si bien que ça. Et aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup en tant qu'anthropologue, c'est que la globalisation ne s'avère pas si heureuse qu'elle a pu paraître au début. Tout ce qui était considéré comme de l'ordre du progrès, de l'acquis, de l'ouverture, devient source d'inquiétude et engendre, en particulier, vous voyez, avec les problèmes d'immigration, vous voyez, avec les problèmes des inégalités, tout ça est considéré justement comme des effets néfastes de la globalisation, et on assiste évidemment à un repli sur des identités, sur des frontières, à l'intérieur de frontières, etc. Et ça, pour nous, c'est aussi un objet de recherche, c'est aussi un intérêt que nous développons pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ça, nous pouvons le faire beaucoup mieux, je pense, que des économistes, voire même des sociologues qui travaillent sur des matrices plus statistiques. Nous pouvons le faire parce que nous allons à la rencontre des gens. C'est-à-dire que nos terrains, ça peut se passer à Calais, ça peut se passer dans telle et telle société. La question, c'est que tout d'un coup, nous sommes appelés et nous sommes interpellés, je dirais, en tant qu'anthropologues, pour essayer de penser sur ce qui est en train de se passer dans la société. À savoir, est-ce que le fait, par exemple, qu'il y ait de plus en plus d'organismes transnationaux de gouvernance, ça va être ou non remis en question par cette envie de se protéger, ou est-ce que, au contraire, il faut inventer des nouveaux dispositifs, des nouvelles formules, et là, les anthropologues, de par leur expérience, peuvent aussi contribuer à ces choses. Donc il n'y a pas, à mon avis, d'antagonisme ou d'opposition entre un regard anthropologique d'un côté, des économistes de l'autre, etc. Je pense qu'au contraire, il y a des moyens de s'apporter mutuellement quelque chose. Nous voulons travailler un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup. On va peut-être faire un premier tour de table, et puis en plus, après, on rentrera un peu plus dans le détail. Donc, Jean-Bernard Ouédraogo, lui, est sociologue, peut-être un autre regard sur ce qui se passe dans cette globalisation. Je crois que c'est bon. Oui, sociologue, mais accueilli dans un laboratoire d'anthropologie que Marc a créé il y a quelques années. Oui, c'est ça. Donc vous êtes tous, vous êtes des collègues. Oui, absolument. Ce qui, dans une célèbre blague qui racontait comment Dieu a créé au paradis une sorte de jardin d'Éden qui est l'université, et Satan a créé le collègue. Donc, allez-y. Bon, on va répondre aux injonctions de Satan. Oui, c'est vrai que j'abonde effectivement dans la perspective que Marc a tracée, mais je dirais un petit mot sur quelque chose qui semble être un objet relativement nouveau de l'anthropologie et de la sociologie d'ailleurs, classique, qui est l'objet de savoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire de l'anthropologie des savoirs, quand on sait que la démarche traditionnelle voudrait qu'on étudie les connaissances, on étudie les mythes, on étudie plein d'éléments techniques des sociétés anciennes, et qu'aujourd'hui, on est forcément dans une montée en généralité, et que les sociétés anciennes, comme l'a dit Marc, sont maintenant impliquées dans plein de trucs. Ils ont des universités, ils ont des laboratoires, ils ont des savants aussi qui ont des traditions savantes très anciennes. Et dans l'effet mondialisation, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une sorte de concurrence maintenant des épistémologies, comme on dit, c'est un mot savant, mais qui est des ordres de connaissances, en gros, et que ces ordres de connaissances-là sont en rivalité du fait de la mondialisation. Comme vous le savez, il y a aussi des concurrences dans l'ordre économique, comme vous l'avez un peu souligné, et que ces ordres économiques ne sont pas désincarnés. Près du micro.
Un peu plus près de D'accord. On évite Satan d'être près de Dieu. Donc la question des savoirs, voilà, est une approche moderne de ce qui était autrefois les connaissances, les traditions. C'est un enjeu nouveau puisque les sociétés qui étaient l'objet de l'anthropologie se sont saisies de nouveaux outils techniques, de nouveaux outils théoriques, et que dans la compétition globale aujourd'hui, il y a une sorte de résurgence du savoir comme outil de rivalité, et les hégémonies souvent anciennes qui ont été ralenties par la domination européenne sont revenues en force. Il y a le pôle chinois, il y a en Afrique, vous en avez aussi en Amérique latine, et que ça revient comme une sorte comment dire ça, de compétition, mais pas une compétition gratuite, parce que, comme vous le savez, le savoir, c'est une façon d'ordonnancer le monde. Et que quand vous avez la capacité d'ordonnancer le monde, vous avez le pouvoir également d'agir sur ce monde-là. Donc ce n'est pas un enjeu neutre, c'est un enjeu éminemment politique. Un autre aspect du soft power, peut-être. Et donc on va continuer notre petit tour de table, donc avec peut-être Linda, si vous voulez vous dire un peu voilà, quelle est votre manière de travailler et votre terrain aussi. D'accord. Donc moi je m'intéresse plutôt à ce qui fâche dans la globalisation, pour aller vite. Puisque j'ai d'abord fait une ethnographie d'un parti d'extrême droite en Italie, la Ligue du Nord, et je me suis tout particulièrement intéressée au discours protectionniste et au discours anti-globalisation de ce parti. Ce qui m'a emmené ensuite à développer différents terrains, toujours dans la même région, puis ensuite ailleurs dans le monde, puisque ce territoire sur lequel j'avais travaillé, la province de Bergame, était mis en relation avec d'autres territoires en Roumanie, en Chine, etc., dans le cadre de cette globalisation qui, dorénavant, faisait peur. Pourquoi ça faisait peur? Parce que, après l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001, puis l'abolition du système des quotas en 2005, l'industrie textile du nord de l'Italie s'est retrouvée en très grosse difficulté. Et un certain nombre d'entrepreneurs ont dû se réinventer complètement, trouver des solutions pour faire face à cette situation. J'ai travaillé par exemple sur un district textile dans le Piémont. Dans ce district, il y a 619 entreprises qui ont fermé leurs portes après la suppression des quotas. Donc l'impact a été immédiat et très brutal. Donc vous pouvez imaginer après les conséquences politiques sur ces territoires. Donc ce qui m'a intéressée, c'était de voir comment les entrepreneurs, dans ces circonstances, pouvaient se réinventer, imaginer d'autres voies, résister et se développer dans la globalisation. Et ce qui m'a semblé, j'ai tout d'abord suivi des petits entrepreneurs qui sont allés en Roumanie, parce que ça leur permettait en fait de confectionner des vêtements de haute qualité, toujours des vêtements made in Italy, mais à coudre moins, parce que la main-d'œuvre coûte moins cher, bien évidemment, mais surtout parce qu'ils bénéficient de conditions fiscales beaucoup plus avantageuses que dans leur pays. Donc ils préféraient partir en Roumanie au moment de l'élargissement, plutôt que d'aller travailler avec des entrepreneurs du Sud, comme ils le faisaient auparavant. C'est ce qu'on a appelé en Italie la sécession invisible. Donc je suis partie de là, en fait. Et c'était très intéressant, parce que les Roumains ont permis aux Italiens, en fait, de faire face à la concurrence asiatique à cette époque-là. Ça leur permettait de produire des vêtements made in Italy à coût moindre, puisque les vêtements étaient confectionnés en Roumanie. Ils revenaient ensuite en Italie. On mettait dessus, par exemple, les boutons, ce qui permettait de mettre l'étiquette made in Italy, et ensuite ils étaient vendus un peu partout dans le monde sous cette étiquette. Donc on va peut-être s'arrêter là pour le premier tour, mais ce que vous mettez en évidence de façon très paradoxale, c'est que à la fois on a un territoire qui est impacté par la mondialisation, mais qui très vite joue le jeu de la mondialisation, mais qui politiquement traduit quand même un certain repli sur peut-être pas l'Italie, puisque c'est la Ligue du Nord, enfin une Italie infranationale, en fait, celle qui est juste représentée par le nord de la péninsule. Donc il y a quelque chose, on voit bien à quel point toutes les dynamiques peuvent être paradoxales. Oui, c'est très paradoxal, et je me suis justement intéressée à ces contradictions, puisque alors, les entrepreneurs étaient contraints d'une certaine manière d'internationaliser leur production, de déterritorialiser leur système de production, mais en même temps ils sont toujours obligés
de vendre du Minitel, parce que les consommateurs étrangers, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas quelque chose de fabriqué en Roumanie ou en Chine. Non, ils veulent un produit made in Italy. Made in Italy, c'est ça. Donc ils doivent gérer ces contradictions. Bon, alors on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Et puis enfin, Adrien Sayag, là, qui est lui un économiste de formation dans un premier temps, qui ensuite a viré sur l'aile pour rejoindre l'anthropologie et qui a un terrain très particulier qu'il va nous présenter en quelques minutes avant qu'on refasse un tour. Ok, merci. Oui, donc effectivement, moi j'étais formé en économie assez hétérodoxe et puis j'ai dérivé, je travaille en Argentine au départ sur des questions de monnaie locale et d'économie populaire et puis j'étais un petit peu seul face à mon terrain. En économie, on ne nous formait pas trop à travailler avec des personnes. J'ai tout simplement suivi ce qu'on avait à me dire et ce que faisaient ces gens-là. C'est comme ça que je me suis retrouvé ensuite dans un laboratoire d'anthropologie. Et ce qui m'intéresse, là où je me reconnais peut-être dans la démarche ou dans ce que décrivait Marc, c'est l'idée pour moi d'aller regarder des pratiques monétaires, des pratiques qu'a priori on néglige, alors soit parce que c'était beaucoup des milieux très populaires, des pratiques qui sont très peu documentées, sur lesquelles on a peu de traces. C'est-à-dire vous parliez des monnaies, de ces monnaies locales. De facto, en fait, c'était des monnaies qui sont nées dans les années 1990 en Argentine, qui est un moment où on va avoir un creusement des inégalités et où il y a des personnes qui vont se retrouver au chômage et sans revenus et ils vont mettre en place des monnaies qui vont prendre une ampleur considérable, puisqu'on estime qu'il y a eu plusieurs millions de personnes qui les ont utilisées, qui étaient des monnaies papier, qui circulaient un petit peu dans toute cette économie informelle de l'occasion. Et ce que j'ai essayé, l'une des choses que j'ai essayé de faire, c'était aussi de refaire une histoire de ces monnaies pour comprendre la manière dont elles étaient émises et pour comprendre aussi pourquoi les gens finalement, qu'est-ce qu'ils attendaient de ces choses-là, comment ils se représentaient la monnaie et en fait, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de produire donc ce qu'on dirait un décentrement et de donner aussi la parole un petit peu à ces gens-là. Alors ce qu'on voyait, ce qui était a priori paradoxal, ils créaient une monnaie pour, moi je dirais, s'émanciper du pouvoir de l'argent. Alors ça, c'est des choses qu'on voit quand on retrouve ces documents, et c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour ces gens-là. Et alors en l'occurrence, c'était des femmes dont les maris avaient perdu leur emploi, qui pour la première fois sortaient pour apporter à l'économie domestique. Et du coup, on voyait que pour elles, s'émanciper du pouvoir de l'argent, c'était s'émanciper d'une forme de patriarcat, du pouvoir, du contrôle des maris sur elles, etc. Et donc moi, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est comment cette idée d'émancipation du pouvoir de l'argent, elle a pu se traduire dans des institutions et dans des pratiques monétaires. En quoi elle a imprégné ces systèmes-là. C'est ça qui... Alors, on y reviendra plus en détail, mais je pense que pour les jeunes qui sont ici, qui sont nés en fait en France dans une zone euro, donc une monnaie qui non seulement n'est pas nationale, mais qui est supranationale, qui est vraiment une construction extrêmement politique et étatique, voulu en tout cas par des États, qu'une monnaie, ça peut aussi surgir de la base. Ça paraît tout à fait contre-intuitif pour des gens d'aujourd'hui dans le 21e siècle, mais ça existe. Et donc vous nous l'expliquerez. Alors on va peut-être repartir un peu depuis reprendre notre discours au début, c'est-à-dire maintenant que Marc Abélès nous a un petit peu expliqué ce qu'était la démarche des anthropologues et le changement qui est intervenu dans leur discipline, il va nous expliquer comment lui-même a fait un terrain des institutions politiques françaises et européennes, et puis après, de la globalisation elle-même. Oui. C'est bien. Alors, j'ai regardé, vous avez publié des livres sur chacun de ces thèmes. Oui, tout à fait. Mais c'est un projet que j'entretiens depuis pas mal d'années. Et au début, j'ai fait comme beaucoup d'anthropologues, en tout cas dans ma génération. C'est-à-dire que je suis allé dans un pays lointain qui était l'Éthiopie méridionale, et je suis tombé dans une société qui était passionnée par la politique et qui s'était constitué ses propres assemblées. Et ces gens passaient une grande partie de leur vie à se réunir, à faire des assemblées et donc avoir des représentants, etc., etc. Donc cette idée ce que j'appelais le lieu du politique, la manière dont ça se constituait et la façon dont les gens pratiquaient leur démocratie de manière assez différente de la nôtre, tout ça m'intéressait beaucoup. Et puis par la suite, j'ai été amené à me pencher sur des institutions beaucoup plus proches
et notamment l'Assemblée nationale, qui est aussi un lieu d'assemblée, comme vous le savez, qui est un lieu assez fermé, finalement quelquefois plus difficile à comprendre qu'une assemblée au fin fond de l'Éthiopie. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça, c'est paradoxal, mais l'Assemblée nationale a énormément de règlements, de façons de faire, etc. Et donc c'est ça d'une part, et puis les institutions européennes m'ont beaucoup intéressé. Et alors, ce qui m'a frappé, pour revenir à la question des institutions proprement dites, c'est de voir à quel point il y avait un décalage justement entre les institutions de notre pays, enfin d'un État-nation comme le nôtre, et les institutions européennes. C'est-à-dire comment on passe finalement d'un niveau qui est un niveau national, qui implique aussi une certaine relation qu'on a, une identité nationale, à ce qu'on appelle une souveraineté, et puis le fait que sur un certain nombre de sujets, eh bien, il n'est plus pensable aujourd'hui de les pratiquer de manière purement nationale. Je pense à un des points très précis. Par exemple, quand j'étais au Parlement européen, il y a une question qui est surgie, et c'était il y a longtemps, c'était il y a une vingtaine d'années. Il y a une question qui a surgi, c'était la question environnementale. Et c'est au Parlement européen, et ça je m'en souviens très bien, que les groupes écologistes se sont véritablement constitués et renforcés, et qu'ils ont été amenés à, par exemple, aborder la question du climat. Pour vous, la question du climat, vous êtes quasiment élevé là-dedans, et la COP21, c'est quelque chose qui rejoint, disons, l'évidence. Mais c'est une question qui a mis beaucoup de temps à émerger et qui, dans les assemblées nationales, n'était pas du tout entendue. Et tout ce qui était écologie était considéré comme ce qu'on appelait à l'époque l'environnement. Mais l'environnement, c'était les espaces verts, c'était, enfin bref, le petit supplément d'âme. Alors qu'aujourd'hui, la question du climat, c'est une question politique énorme, puisque en dépend, dans une certaine mesure aussi, l'avenir de l'univers et notre avenir. Donc c'est pour dire qu'à ce moment-là, eh bien, pour traiter ces questions, il faut justement se réunir et à une échelle qui n'est plus l'échelle des États ou l'échelle purement locale. Donc à ce moment-là, ça implique de la part de ceux qui pratiquent la politique, de ceux qui sont dans les institutions, qui administrent les institutions, ça implique une culture complètement différente de celle dans laquelle, pendant des années, les politiques ont été élevées. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que là, on voit peu à peu se transformer, et là, je ne prends pas tel ou tel parti, mais l'ensemble des partis et la façon dont les administrations sont gérées, il y a tout un renouvellement qui s'opère, et puis il y a des lieux, là, on parlait récemment du G20, j'ai été faire des recherches à l'Organisation mondiale du commerce, et c'est des choses où, à la fois, vous avez une énorme technicité, parce que vous ne pouvez pas parler climat, vous ne pouvez pas parler commerce si vous ne connaissez pas toute une série de règles, et aussi si vous n'êtes pas capable de faire toute une série de calculs et d'anticipation. Donc ça implique justement un changement d'échelle. Et c'est la grande question aujourd'hui, et ce qui inquiète un peu tout le monde, c'est comment gouverner dans une échelle différente. Et comment surtout arriver à contrôler ce gouvernement. D'où la question, est-ce qu'il peut y avoir une démocratie, par exemple, à l'échelle de la transnationalité? Ben là, c'est typiquement une question du rapport entre local, national et global. Et nous l'abordons, et moi je le fais de manière très ethnographique, c'est-à-dire je vais voir des gens, je les regarde travailler, enfin nous, et donc peu à peu on essaye de comprendre finalement comment se met en place ce genre de culture, et quelles sont aussi les limites, à quel moment finalement ça peut déraper, parce que ça peut déraper évidemment. Quand on prend les grands problèmes du monde et puis quand on se situe dans un pays en particulier, on voit bien que si au niveau mondial, quelquefois les choses paraissent assez claires et les horizons paraissent assez dégagés, quand vous revenez au niveau de ce qui va se passer chez vous, Iketnunk, et des implications que vont avoir telle et telle interdiction de telle et telle chose, là c'est plus du tout pareil. Vous voyez par exemple, toujours sur l'histoire de climat, la pollution, les quais de la Seine, etc. Ça c'est le côté bien local, mais qui impacte la vie quotidienne des gens qui sont là-dedans. Et en même temps, ils vont être tout à fait d'accord pour dire, mais oui, il faut absolument qu'on fasse quelque chose contre tous ces problèmes liés au climat, au réchauffement, etc. Donc vous voyez, c'est ces espèces de tensions que nous vivons tous. Je veux dire, encore une fois, il ne s'agit pas, c'est pas une catégorie de personnes, c'est nous qui sommes embarqués, on peut dire, là-dedans. Et c'est la question de la manière dont nous, on est en mesure, et les outils qu'on pourra avoir en tant que citoyen, là je ne parle pas en tant que scientifique, mais en tant que citoyen, pour prendre un peu la maîtrise de tout cela et pouvoir y apporter des réponses. Mais c'est vrai que c'est la question que vous posez, qui est celle qu'est-ce que c'est qu'une démocratie à une échelle plus que nationale, en même temps on sait qu'il y a une opinion qui est internationale, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui peuvent complètement se mondialiser en très peu de temps. Je peux prendre l'exemple de MeToo, par exemple sur la question
des violences contre les femmes, ou bien même quand il y a un effet, une marée noire, une pollution, ou un problème d'alimentation, les plastiques, les parabènes, etc. Il se crée tout de suite une opinion qui est transnationale. Mais effectivement, les lieux où sont traités concrètement les problèmes, eux, ne peuvent pas être. Enfin, il y a quelque chose qui ne colle pas finalement entre ces deux. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une sorte d'immédiateté au global par les réseaux sociaux, par l'Internet, parce qu'effectivement, on peut communiquer d'un bout à l'autre du monde et on peut faire passer des idées. Et ça, c'est assez fantastique pour des gens comme moi qui ont connu une période où tout ça n'existait absolument pas. Donc ça, on voit bien la différence. On voit comment ça peut influer et tout. Mais la traduction concrète, la façon dont concrètement ça peut se mettre en mouvement, et les impacts concrets des décisions qui peuvent être prises, alors ça, c'est une autre affaire. Parce que entre ce qu'on peut penser, ce qu'on peut partager, ce qu'on veut faire, etc., et puis ce qui va se faire en réalité, sachant que quand vous travaillez au niveau transnational, quand vous changez justement d'échelle, vous allez devoir faire une chose que les Français ont d'ailleurs assez de mal à comprendre, c'est des compromis. Vous êtes obligé de faire des compromis, vous êtes obligé de négocier. Tout le monde ne peut pas être exactement sur la même longueur d'onde en même temps, parce qu'il y a des histoires différentes, parce qu'il y a des pratiques différentes, etc. Donc, c'est pour dire qu'à ce moment-là, là encore, on va observer des décalages. Mais il faut prendre conscience de tout ça, et c'est ce que nous essayons de communiquer. Si vous voulez, ce qui est un peu décourageant quelquefois, c'est que les gens ne pensent que, par exemple, à travers justement une façon économiste, c'est-à-dire des chiffres qu'on leur envoie à la figure, et on leur dit, voilà, il y a un accroissement du réchauffement, il y a ceci, il y a cela, et il faudrait faire ci, et on vous cite un chiffre qui permettrait, ça baisserait, alors on aurait tel chiffre, etc. Donc les gens pensent que ça y est, c'est pas très compliqué, sur le papier tout ça est très simple. Mais en réalité, nous on a les pesanteurs, les pesanteurs du vécu, je dirais, des gens, et puis les pesanteurs de l'administration et de la politique en pratique, telles qu'elles sont mises en œuvre, enfin disons, dans ces différents niveaux, national, local, etc. Donc voilà oui, un peu le virtuel, effectivement, a accéléré une certaine strate voilà. De notre réalité. Et puis à côté de ça, les journées ont toujours 24 heures. Oui. Il faut dormir 7 heures pendant ces 24 heures. Il faut s'alimenter au moins 3 fois par jour. Et donc il y a comme ça des choses qui ne vont pas changer de sitôt. Et comme disaient les économistes, quand une coupe de cheveux, même avec les plus hautes technologies, il faut toujours un quart d'heure pour couper les cheveux de quelqu'un, et ça risque pas de changer de sitôt. Alors, moi, j'ai envie de revenir à Jean-Bernard Ouédraogo en lui disant, finalement, vous parlez des savoirs. Alors, nous avons... est-ce que le savoir, c'est aussi simplement le partage d'informations? Nous avons cette énorme machine qui s'appelle Facebook, qui est la virtualisation de tout, mais en même temps une agora à la fois personnelle et collective qui s'est répandue dans le monde entier. Et on s'est aperçu que cette agora, eh bien, elle était source de commercialisation et de manipulation sans qu'on le sache. Et le retour de bâton, il a été boursier. Donc ça se reboucle, on a là de l'économie, de l'information et aussi de la politique. Voilà, donc comment peut-être est-ce une des illustrations de ce que les savoirs d'aujourd'hui ne sont pas tout simplement ces savoirs universitaires qu'on se transmet classiquement. Oui, classiquement. Oui, mais c'est en fait, vous parlez là, vous mettez là le doigt sur la base du système en réalité, c'est-à-dire l'élément structurant du système, c'est-à-dire vous avez des circulations, il y a des gens qui de fin fond de l'Argentine, du Cap, peuvent dialoguer avec des gens à Paris ou à Londres. Et en même temps, vous avez aussi des gens qui viennent étudier à Harvard, de Makerere, de l'Ouganda. Ça circule de cette façon, il y a plusieurs façons de circuler. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment les sciences, qu'on peut appeler les sciences, pas les savoirs, mais dans les sciences aussi, c'est pas la physique, mais c'est les sciences sociales qui m'intéressent comme objet. Alors, mais c'est une vieille histoire. Dans l'histoire occidentale, on sait bien que c'est une très vieille histoire. L'homme étant un animal savant, mais en même temps qu'il est un animal politique, les deux se conjuguent un peu.
Donc c'est un peu ça qui me semble intéressant à souligner aujourd'hui, parce qu'il y a l'émergence ce que Foucault appelait une épistémée du Global South, en gros, du Sud, qui, justement, dans cette circulation généralisée de l'information, des livres, mais aussi Facebook, tout ce que vous avez décrit, construisent ou réactualisent des systèmes de savoir qui se mettent en concurrence aujourd'hui et qui contestent, en réalité, ce qui a été... comment dire, l'hégémonie du savoir occidental et qui remettent en cause cette hégémonie. D'ailleurs, nous, on a publié récemment dans la revue Méthode, une revue éditée à Routledge, un volume justement sur les fractures dans la globalisation, parce qu'on sent très bien qu'à partir de Singapour ou de Turquie ou d'Argentine, et peut-être même certains au Cap et à Makerere, il y a la construction d'un contre-discours savant qui conteste l'ordre technique, l'ordre théorique qui vient de l'Occident. En gros, c'est ça. D'accord. Et est-ce que vous assimilez ces savoirs aussi à des techniques, par exemple des technologies? On peut être frappé de voir quand on est un jeune Français, par exemple, ce qui n'est pas mon cas, mais un Français en tout cas, qui voyage, de s'apercevoir que dans certains pays d'Afrique, on paye sans contact avec son téléphone portable depuis longtemps, alors qu'en France, on commence à s'interroger sur la manière de pouvoir le faire. Donc il y a aussi l'utilisation de techniques qui sont devenues génériques et qui ont été adaptées très vite à des sociétés très 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 différentes et qui du coup leur redonnent une avance alors qu'au départ elles avaient un retard. Je ne peux pas dire si c'est une avance ou pas. Enfin, en tout cas, sur le plan de l'usage des technologies. Voilà, la pratique, elle est là, effectivement. Vous avez raison de souligner cet usage du téléphone portable, que ce soit au Tchad, au Mali ou même au Ghana, au Cameroun. Il y a une utilisation du téléphone portable pour, par exemple, je vous donne un exemple simple, pour connaître le cours des bovins, comment on va vendre son animal dans la semaine prochaine, il y a l'usage du téléphone portable. Tout ça, c'était documenté. On voit bien qu'il y a l'invention, parce que ce qui était considéré comme les marges, enfin, les gens qui sont dans les zones désertiques, qui n'ont pas de téléphone fixe, qui n'ont pas accès à la télévision, on se rend compte qu'ils utilisent le téléphone portable. Et on voit aussi quelquefois, ça c'est moins bon en particulier, on voit l'usage du téléphone portable pour diffuser des messages islamistes, par exemple. On voit que des gens remettent du téléphone portable dans le téléphone portable des versets du Coran qui circulent parallèlement au système classique. Donc c'est vrai qu'il y a une invention nouvelle qui correspond à un vide en fait, qui avait été laissé par les technologies anciennes. Tout à fait. Et donc, l'Afrique que vous connaissez bien, qui donc est sans doute le continent émergent du XXIe siècle, hein, celui qui, en tout cas, démographiquement, va sans doute le plus se développer, qui s'ouvre, qui est aussi le continent où désormais des élections régulières amènent des nouveaux dirigeants, alors que on voit en Europe et en Asie peut-être un certain recul de ce point de vue-là, avec des pouvoirs plus autoritaires. Donc peut-être qu'en Afrique, nous avons un terrain à la fois politique, économique et des normes qui est en train d'évoluer. Alors ça c'est assez passionnant. Oui, vous avez raison de dire qu'il y a des normes qui évoluent, hein, parce que cette dynamique-là aussi, due à la jeunesse de la population. On voit dans certains pays, même en Afrique du Sud, avec le dégagisme de Rhodes, ou au Sénégal avec le ballet, le Yanama, ou au Burkina avec le ballet citoyen, il y a une utilisation des réseaux sociaux pour mobiliser des jeunes, pour contester les régimes, parce qu'en même temps aussi, à travers ces réseaux-là, ils apprennent à comprendre comment fonctionne leur propre société. Vous voyez. Donc il y a un élément réflexif qui fait qu'il y a une critique qui émerge, une critique politique de la part des jeunes et qui les ont amenés souvent à contester, même à débouter certains chefs, certains dirigeants qui étaient là depuis très longtemps et qui pensaient qu'ils ont été surpris, beaucoup ont été surpris, qui pensaient qu'ils pouvaient pas partir.
Mais cette diffusion un peu souterraine, un peu clandestine de l'information et des nouvelles normes politiques les a vraiment permis de se débarrasser de certains dictateurs. Mais il faut aussi nuancer que ces nouvelles technologies, certains chefs d'État l'utilisent aussi pour contrer les oppositions, pour surveiller. C'est plus simple peut-être dans certains cas. Mais on voit bien que effectivement ça circule. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas que la tuyauterie. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur, qui circule dans la tuyauterie. Et auparavant, il y avait des circulations classiques, l'école, la religion catholique, quelquefois, ou musulmane. Mais maintenant, on se rend compte que cette ouverture dans la globalisation fait qu'il y a un partage d'expérience qui s'est élargi et que ce partage d'expérience-là donne aussi localement, parce que globalisation, c'est un peu abstrait, mais en fait, ça se globalise localement toujours. Alors, et là, ça construit une forme de solidité, d'une identité nouvelle, des exigences nouvelles. Alors, moi, peut-être, je ne sais pas si c'est la question qui vous vient à l'esprit, mais moi, ça me vient à l'esprit, c'est est-ce que, vu d'Afrique, la globalisation est finalement heureuse ? Ah, ça, c'est une grande question. Parce qu'en ce moment, on voit plutôt, et Marc Avelès l'a souligné, les aspects un peu inquiétants. Alors, est-ce que vu d'Afrique, c'est plus d'opportunités que de risques ? Ça dépend des échelles, si j'ose dire. Je vais être un peu écuménique. Ça dépend des échelles. Si vous êtes un jeune et que vous avez la possibilité d'apprendre des choses, d'apprendre des éléments techniques, la comptabilité ou des éléments d'ingénierie, vous pensez que dans 5 ans, 10 ans, vous allez sortir, vous allez avoir un emploi, ça fait un élément positif. Bon, si vous êtes un type beaucoup plus âgé qui n'a pas été à l'école, c'est plus compliqué. Si vous êtes un commerçant à l'ancienne, genre dioula, colporteur, ces choses-là vous échappent aussi. Donc, vous avez, comme on l'a montré au Niger, à Maradi, vous avez votre lit, il n'y a que des billets. Vous ne savez pas comment faire, vous n'allez pas en banque parce que vous gardez votre argent. C'est plus sûr chez vous que la banque. Donc, il y a ça dépend dans quelle perspective vous considérez ces trucs. Mais d'une façon globale, moi, j'y serais beaucoup plus optimiste. Je dirais plutôt qu'il y a de l'optimisme, il y a une sorte d'exigence comme ça, d'optimisme, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, il faut bien le dire. Merci. Alors, donc, Linda De Matteo, vous allez peut-être nous reparler de cette Italie, comme elle a voté tout récemment. C'est quand même assez intéressant de voir comment ce que vous avez vu monter, c'est un peu traduit dans les urnes il y a une semaine. Oui, tout à fait. Et l'Italie, c'est un pays qui a connu une phase d'autarcie économique sous fascisme, qui a eu des effets désastreux dans les années 30. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, c'est un pays qui va se tourner délibérément vers le libre commerce. L'Italie, aujourd'hui, c'est un pays exportateur et elle a besoin de nouer des contacts à l'étranger. Sa survie économique en dépend. C'est un pays qui est ouvert sur le monde aujourd'hui. Et le leader de la Ligue du Nord, de manière très surprenante, a fait des discours de nouveau très protectionnistes lors de cette campagne. Et c'est une véritable rupture de ce point de vue-là. Moi, ce que j'ai fait ces dernières années, au contraire, c'est de voir comment ces industriels qui avaient été mis en difficulté par l'abolition des quotas avaient pu trouver des opportunités dans cette globalisation qui faisait peur, en fait. Quelles étaient les stratégies de résilience qu'ils avaient pu mettre en œuvre, avec difficulté. Et c'est pour ça que je les ai suivis en Chine. Les industriels que j'ai suivis en Chine étaient différents de ceux que j'avais suivis en Roumanie. C'est des plus gros industriels, puisque là, les chiffres sont beaucoup plus importants. Et ce qui leur importait, même si certains font confectionner effectivement leurs vêtements là-bas depuis longtemps, parce que, comme vous le savez, la confection, c'est un secteur industriel qui reste quand même très artisanal. C'est un travail qui prend du temps. On fait toujours énormément d'opérations à la main. Et c'est des travaux qu'on peut difficilement faire aujourd'hui en France parce que ça coûterait trop cher. Même la Chine aujourd'hui est trop chère, donc on fait faire ces travaux en Asie du Sud-Est. Et donc aujourd'hui, ces industriels vont en Chine, non pas pour délocaliser ou faire de la confection, etc., mais pour essayer de pénétrer sur le marché chinois, puisque en s'enrichissant, les Chinois veulent des produits de luxe italiens.
Donc ce que j'ai étudié en allant en Chine, c'est un salon commercial qui a été fondé par ces industriels pour pouvoir promouvoir auprès des grands confectionneurs chinois et des jeunes stylistes chinois qui veulent aujourd'hui créer leur marque de luxe en Chine, des tissus made in Italy. Et ça, c'était très intéressant parce que ça permettait en fait de relancer sur de nouvelles bases les districts italiens, puisque ces Italiens en fait étaient très attachés au fait que les tissus soient faits chez eux en Italie. Donc les grandes usines de tissage sont restées dans le nord de l'Italie. Elles sont dans le Piémont, elles sont en Lombardie, etc. J'ai en particulier suivi un des plus gros producteurs de coton, un grand cotonnier qui est à Bergame, et qui fait en fait les tissus de coton parmi les plus beaux du monde. Il a même acheté des plants de coton en Égypte pour avoir des cotons d'une très grande qualité. Il exporte en Chine. Et il exporte ses tissus en Chine, il les vend à des stylistes chinois. Il vend également à Balmain en France. D'accord. Voilà. Et ça m'a semblé très intéressant puisque là on sortait du discours, disons, de l'extrême droite européenne, de ce côté, oui, on est les perdants de la globalisation, etc. Là, on pouvait aussi trouver de nouvelles opportunités et contribuer aussi au développement d'une scène de la mode en Chine. Mais c'est quand même difficile pour ces industriels de pénétrer ce marché. L'année de l'expo universelle en Italie, donc en 2016, ils étaient sur le salon de Shanghai à peu près 125. Donc c'est beaucoup. Les Français n'étaient qu'une dizaine à ce moment-là sur ce salon. Donc le tissage en Italie, c'est quelque chose de très important, qui a une tradition également. Et donc ils ont promu leur tissu de manière très forte pendant toute cette période. Mais l'année suivante, par exemple, il n'était déjà plus que 40. Parce que c'est quand même très difficile les relations avec les industriels chinois. En fait, ce qui se passe concrètement, ces grands confectionneurs chinois en fait créent en Chine de fausses marques italiennes. Parce que ce que veulent les Chinois en fait, ce sont des produits italiens parce que c'est plus prestigieux qu'un produit chinois. Donc ils vont copier, ils ne copient pas seulement les produits, ils copient les marques italiennes. Ermenegildo de Zegna, vous connaissez sans doute, c'est le plus grand groupe de luxe pour hommes. Il est basé dans le Piémont. Pendant 20 ans, sa marque a été copiée par un Chinois. Il a finalement gagné son procès. C'est même très difficile pour les Italiens de se faire entendre devant la justice chinoise. Donc les industriels se trouvent dans une position où ils ont envie de rentrer sur ce marché, parce que aujourd'hui c'est là qu'il faut être, mais en même temps c'est très difficile, parce que les Chinois ne respectent pas toujours les règles. Et donc ça c'est en train de changer, c'est-à-dire que le Ermenegildo de Zegna en Chine, c'était pas du tout des Italiens. Non, en fait, il y avait une fausse marque chinoise qui avait un autre nom italien et qui copiait tous les produits. Ah, d'accord, c'est ça. Mais ils avaient quand même un autre nom, quand même. C'était... Oui, parfois, ils changeaient une lettre. Enfin, d'accord. Mais il faut dire que là, je pense que les personnes ne le savent pas, mais les Italiens du Nord étaient quand même très forts pour inventer des noms de marques américains, par exemple. Donc la marque Diesel, c'est une marque italienne, personne ne le sait. Et il y en a comme ça plein, je crois, Timberland, je crois, est une marque italienne. Donc il y a plein de marques dont vous pensez qu'elles viennent direct de la West Coast, quoi. Et puis en fait, non, ça vient du Piémont ou de Vénétie. Les Italiens ont aussi racheté des grandes marques françaises, comme c'est le cas de Moncler, par exemple. C'est une vieille marque française rachetée par les Italiens. Voilà. Fabriquée en Roumanie. Donc la globalisation est pleine de ruses. Alors maintenant, on va revenir un peu à l'Argentine. Alors pour vous, je ne sais pas ce que ça représente, quel est votre imaginaire de l'Argentine, mais pour les gens un peu plus âgés, comme il y en a quelques-uns autour de cette table, eh bien l'Argentine c'était un imaginaire très fort. C'est un endroit où d'abord il y a eu des mouvements politiques terribles, des répressions encore plus terribles dans les années 80, et puis il y a eu des expériences économiques intéressantes, puis une faillite absolument épouvantable, cataclysmique en 2002, 2001 ou au tournant de 2001 et 2002, et donc les malheurs des Argentins étaient quelque chose qui était assez présent à notre esprit.
Je pense que pour les gens de votre génération, les plus jeunes d'entre vous, c'est peut-être moins évident. On parle moins de l'Argentine, peut-être est-ce que parce que l'Argentine va mieux, mais en tout cas, vous allez pouvoir nous expliquer c'est l'émergence de ces monnaies dans les années 95 à 2002 précisément. Ouais. Non, je crois qu'effectivement, il y avait quelque chose, alors, sur l'Argentine, on a l'impression qu'il y a une forme de tension exacerbée, de tension sociale qui fait que tout est possible de basculer du jour au lendemain et de manière assez radicale. Et ça, effectivement, sans doute, on en voit des traces dans l'histoire. Sur le par rapport à Perón, à la dictature ensuite, etc. Et je pense que c'est aussi quelque chose de cet ordre-là qui se jouait dans les années 90 en Argentine, quand il y a eu l'émergence de ces monnaies. Puisqu'en fait, d'un côté, on avait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de comprendre le contexte dans lequel elles sont nées, qui était un contexte finalement qui ressemble aussi un petit peu, dans une certaine manière, à ce qu'on peut connaître, nous, en Europe, dans la manière dont on pense la monnaie, où on pensait que le fait que le pouvoir politique puisse avoir la main sur l'émission monétaire, notamment pour financer ses dettes, c'était la porte ouverte à des formes d'inflation. Enfin, il y a eu des hyperinflations de plus de 1000% en 89, puis ensuite en 91. Et donc, c'était comme ça une sorte de péché originel, et qu'il fallait absolument, pour la survie du collectif, disons, interdire aux politiques d'agir sur la monnaie. Donc ça, c'était un petit peu le contexte. Alors nous, on a des choses qui sont un petit peu... Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient ancré la monnaie nationale avec une parité par rapport au dollar américain. Oui, c'est ce qu'on appelle un directoire monétaire, non, plus ou moins, c'est-à-dire quelque chose où la monnaie a un taux fixe par rapport à une monnaie de référence, en l'occurrence le dollar, et du coup plus rien ne bouge. Alors l'inflation réduit brutalement, mais on ne s'aperçoit pas que derrière la cocotte minute monte en pression. Voilà, en fait, ça a deux effets. Un effet, c'est que ça interdit toute politique monétaire, puisque la masse monétaire, elle est régulée par les entrées ou les sorties de capitaux. Et l'autre effet, c'est que comme on ne pouvait pas dévaluer, et que l'Argentine est quand même aussi un pays ouvert sur le monde, elle a fait face à plusieurs crises, notamment la crise mexicaine, puis ensuite une dévaluation du Brésil en 97. Et tout ça, ça a fait que le seul variable d'ajustement que possédaient les Argentins à l'époque, c'était d'essayer de réduire leur coût de production et de réduire le coût du travail. Ça entraîne, c'est où il y a eu des paupérisations extrêmement importantes. Et c'est là où interviennent ces monnaies et où elles sont intéressantes, puisqu'elles sont une réaction à deux égards par rapport à cette situation. D'abord, c'est l'idée que il faut qu'on retrouve les moyens de survivre, et donc on va émettre des monnaies pour ne pas être aussi paupérisé que ça. Et ensuite, c'est que derrière, il y a une revendication de contrôle démocratique de la monnaie, qui va naître à ce moment-là, à partir de ces monnaies locales. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est de penser qu'on essaye d'interdire aux politiques d'avoir, de mettre la monnaie à distance du politique, et en fait les enjeux politiques, elles réinvestissent cet objet, par la fenêtre, par en bas, Et voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement où est-ce qu'elles circulaient, ces monnaies? Alors, au début, selon quelle modalité? Au début, ça ressemblait beaucoup à des selles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les systèmes d'échange locaux en France. C'est-à-dire, c'était ce qu'on aurait appelé des systèmes de compensation des dettes. C'était souvent des groupes de voisins, isolés les uns des autres. Au départ, ça naît dans la banlieue sud, dans des banlieues ouvrières de Buenos Aires. Et ce que font les gens, ils n'ont pas d'argent, et ils disent, finalement, on va faire un marché, on va amener ce qu'on a à vendre qui est chez nous. Parfois, ils étaient payés en objets, aussi par leur travail. Et on va l'amener, comme on n'a pas de monnaie, on va évaluer dans une unité de compte, alors là, qui s'appelait le crédit. Et par contre, on ne va pas avoir recours aux monnaies papier standard, mais on va avoir recours à des crédits et des débits sur nos comptes. Donc par exemple, moi, je ne sais pas, je pouvais donner un cours d'économie, et j'aurais eu, mon compte aurait été crédité, et j'aurais pu, grâce à ce crédit, m'acheter de quoi manger, par exemple. Ça, c'est des choses qui, très très vite, ont connu un succès fou. À la fois, c'était très médiatisé, puis il y avait une vraie paupérisation d'une partie de la société argentine. Du coup, ils ont voulu commencer à échanger entre eux dans ces différentes places de marché. Du coup, s'est posé la question d'une monnaie papier, et alors là, à partir du moment où on a touché la question de la monnaie papier, on s'est dit, mais qui est-ce qui va les mettre? Comment on va les mettre? Et c'est là où il a commencé à avoir du conflit. Et ce qui était aussi intéressant, je pense, c'est que toutes ces idées, où moi je vous dis, c'est une forme de rapport de démocratisation du rapport à la monnaie, en fait, c'était absolument pas pensé a priori, mais ça, c'est né de tensions qui étaient liées à des problèmes extrêmement pratiques. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des personnes qui, au départ, étaient ceux qui, les premiers, avaient eu l'idée
de faire ces monnaies locales, qui ont dit, bah, nous, la monnaie pour nous, c'est de l'ordre simplement de la technique, et donc on va vous rendre un service, on va émettre, on va faire un contrat avec une imprimerie, on va émettre ces billets, et puis on va tous vous les donner de manière égale. Et puis d'autres, en fait, presque toutes les personnes qui participaient aux autres places de marché, ils ont dit, mais on veut pas de ça, parce que ça, alors d'abord c'était des femmes, les fondateurs c'était des hommes, et c'était des femmes qui utilisaient la monnaie. Voilà, qui utilisaient cette monnaie, et elles ont dit, non, on veut un contrôle sur ces questions-là. Si jamais on vous laisse le contrôler, pour nous c'est comme retourner sous le joug de nos maris. Et on veut prendre le... Et donc, là, le gender dans la monnaie. Voilà, ça, et là, ils ont mis en place, c'est assez intéressant, des institutions qui, à mon avis, n'ont pas, qui sont très très originales, puisque c'était extrêmement long à mettre en place, mais on a décidé que, bon, si chacun mettait sa monnaie dans son coin, c'était un petit peu trop compliqué, donc on a regroupé les différentes places de marché sur une logique territoriale, donc dans des zones. On a dit, ces zones, elles vont émettre leur monnaie, mais on voudrait qu'elles puissent communiquer entre elles, donc on va mettre une commission qui va coordonner l'action de ces zones et qui va permettre que les différentes monnaies émises localement circulent sur l'ensemble du territoire, et puis on va aussi et on va créer en fait une institution, ce qu'ils appellent la commission interzonale, dans laquelle on va petit à petit mettre les différentes pièces de cet édifice monétaire, et dans lequel on va soumettre la monnaie à la délibération collective. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que ces questions de tension avec les fondateurs, elles ont été résolues par la forme d'une grande assemblée qui a eu lieu à Buenos Aires en 1998, et dans laquelle donc, on avait 200 participants. Alors très probablement dans ces 200, il y a des personnes, des lambda, comme vous et moi, qui n'avaient pas de connaissances particulières en matière monétaire, et ils se sont dit, voilà, comment est-ce qu'on... Et c'est le consensus, en fait, qui a été le moteur et qui a été la source première de légitimité aussi des réformes monétaires qui ont été mises en place. Donc c'est intéressant parce qu'on a des institutions, d'abord, on discute de la forme de la monnaie. Cette monnaie, en fait, elle va évoluer dans le temps parce par exemple, on va voir très vite que au début, tout le monde émet sa monnaie comme ils veulent, et du coup, il y a des masses monétaires par rapport au nombre de participants et de produits qu'on peut acheter qui sont beaucoup plus grandes dans une zone ou dans l'autre. Il y a des inflations qui sont très très grandes, et les zones qui ont peu d'inflation, elles vont se plaindre parce qu'il y a des gens qui vont faire de la spéculation, ils vont acheter dans une zone à faible inflation et revendre là où il y a beaucoup d'inflation. Ils achètent pas cher, et donc du coup, petit à petit, on a dû se dire, non, on doit mettre un cadre. Et tout ça, en fait, ça a été issu de ces discussions collectives. Elles avaient des noms, ces monnaies Alors, elles s'appelaient toutes Crédito. Et moi, voilà. En fait, ce sur quoi j'ai voulu travailler, en fait, il y a eu énormément... En fait, il y a eu des églises qui ont pu les émettre, il y a eu du personnel politique, il y avait des ONG, il y a eu des organisations d'éducation populaire. Bon, c'était une grande nébuleuse. Mais il y a eu un réseau qui s'appelait le réseau global de troc, puis ensuite le réseau de troc solidaire, enfin le nom a changé, qui a essayé de fédérer un certain nombre d'expériences. Et c'est ça qui me semblait intéressant, c'était cette dynamique de fédération, c'est-à-dire de se mettre ensemble tout en préservant une forme de diversité dans les missions et dans les modalités de l'émission. Alors là, je ne veux pas monopoliser les questions, ça me paraît très passionnant, mais est-ce que, les autorités à un moment ont mis leur nez dedans, parce que quand même... la création d'une monnaie parallèle dans un pays, ça peut poser peut-être quelques questions. Et la deuxième question, ce sera comment ça se compare aux monnaies virtuelles qu'on voit apparaître aujourd'hui, le Bitcoin et tout ça. C'est ces deux questions qui me viennent. Alors par rapport à l'État, je pense, on est dans un contexte quand même assez compliqué à mon avis pour les finances publiques, où il y a une pénurie monétaire extrêmement importante et où de toute façon, à mon avis, la situation était difficilement viable si on s'en tenait. En fait, à partir de 98, il y a une fuite des capitaux, en fait. Et il y a une masse monétaire, si vous voulez, la quantité de billets et de pièces en circulation qui diminue. Et ça, c'est juste dans les échanges au quotidien. Ça, plus une paupérisation de la population, c'est pas possible. Donc, à mon avis, l'État, il était bien content qu'il y ait des manières... Ça les arrangeait bien. Et en plus, là, si on pense de fraude fiscale, bon, il y a toute une question d'imposition qui est importante. À mon avis, il y avait d'autres
problèmes bien plus importants à résoudre que ces petites monnaies. Voilà. Et alors, par rapport aux comparaisons internationales, alors moi, ma manière de répondre, je botte un peu en touche en faisant ça, mais je pense que c'est aussi l'apport de cette perspective de recherche du décentrement. Moi, je pense que ce que ça nous apporte d'abord, avant d'une comparaison directe avec d'autres expériences, c'est de penser la monnaie différemment et de se dire que si on regarde et qu'on peut penser que derrière la monnaie, il y a des enjeux démocratiques, il y a des formes de contrôle démocratique de la monnaie, et on peut aussi penser des systèmes monétaires dans lesquels on a une diversité d'émetteurs, par exemple, eh bien, ça nous interroge sur la forme de la monnaie telle qu'on la connaît, nous, ici, où nous, on a tous été, on a grandi dans le dogme de ce qu'on appelait l'indépendance des banques centrales, donc dans lesquelles, encore une fois, les banques centrales, elles ont d'abord à gérer l'inflation, et ça, c'est une question technique, et il n'y a pas... Bon, alors ça quand même, ça nous secoue par rapport à ça. Donc moi, je trouve que l'intérêt, c'est d'élargir le champ des possibles, de nous dire, on peut penser une monnaie différente. Alors ensuite, pour répondre un petit peu plus directement par rapport au Bitcoin, bon, sur le Bitcoin, moi je ne connais pas particulièrement, surtout toutes les questions un peu techniques et informatiques sur le Bitcoin, je ne connais pas très bien. Je pense que simplement, c'est pas du tout forcément les mêmes profils d'utilisateurs. Et moi j'ai l'impression que dans le Bitcoin, pour moi ça fait référence à Polanyi, si on revient. Alors, Polanyi, la grande transformation et le règne de l'étalon or, avec toujours cette question du rapport de la monnaie aux politiques, et de se dire finalement, si avec l'idée du mining, toute une référence au fait que si c'est un algorithme, puis si c'est un algorithme qui gère la quantité, la masse monétaire, à ce moment-là, c'est aussi une manière que les banques centrales et le politique n'aient pas la main là-dessus. Je pense que c'est sans doute l'un des aspects qui, pour moi, est intéressant, mais plutôt dans le sens de dire, c'est dans les représentations de la monnaie qui, à mon avis, me semble problématique d'une naturalisation de la monnaie et du coup de le couper du politique. Mais je me trompe peut-être, c'est peut-être plus complexe sans doute sur la question du Bitcoin parce que je ne connais pas bien. Mais en tout cas, moi, ce que je vois apparaître dans chacune des interventions, c'est à quel point tout ça, donc il y a de l'économie et très vite affleurent les questions de démocratie, les questions de représentation, de consentement politique, d'invention politique aussi, de créativité politique, qui sont suscitées par la globalisation. C'est-à-dire que la globalisation, personne ne l'a décidé, c'est peut-être des groupes de personnes, mais enfin, c'est une donnée qui nous est offerte et imposée en même temps. Et évidemment, ça met en question l'ensemble de la façon de nos régulations politiques, finalement. Donc, vous-même, qu'est-ce que vous avez constaté dans le cadre français, puisqu'on est quand même des pays qui étaient super normés, et avec des manières de faire déjà séculaires, et tout ça, vous le voyez ébranler, bouger depuis une quinzaine d'années, enfin depuis l'an 2000 peut-être. Oui, je crois qu'on peut dire que les choses ont beaucoup changé. Enfin, le fait déjà d'adopter l'euro, c'est quand même une chose importante, et ça crée tout un certain nombre de contraintes qui n'ont rien à voir avec la manière dont on pouvait gérer l'économie auparavant. C'est-à-dire qu'on pouvait effectivement trouver par exemple, faire ce qu'on appelait des dévaluations compétitives ou essayer de jouer justement sur la différence des monnaies. Ça, je prends ça. C'est pas du tout ma spécialité, mais enfin, on l'a tous, dans cette période-là, on l'a tous vécu. Enfin, la manière dont les choses se faisaient, sans que finalement l'extérieur soit totalement partie prenante, en fait. Donc il y avait quelque chose comme un quant à soi économique, un quant à soi politique, etc. Alors il y a toujours, mais en même temps, c'est sur le mode, je dirais, en France, c'est vécu sur le mode du défaitisme, en fait. Je ne veux pas être provoquant, mais la sensation qu'on a, c'est que depuis toutes ces années où on est dans l'euro, tout le monde se plaint d'une certaine contrainte européenne, à commencer par les gouvernements eux-mêmes, puisque les gouvernements sont quand même complètement partie prenante. On prend ce qui se passe en ce moment sur les cheminots et sur les transports, et la manière dont il y a eu une directive sur les transports qui fait que désormais, effectivement, il y aura une compétition, il y aura une concurrence, il y aura des firmes étrangères qui pourront s'installer. Mais moi, je regrette, j'étais à Bruxelles au moment où ça s'est décidé, c'est-à-dire ça remonte déjà à une vingtaine d'années, cette affaire-là.
Et le gouvernement français était totalement partie prenante, ainsi que les autres gouvernements européens. Alors on peut dire c'est l'Europe, c'est les technocrates, mais là il y a quand même un jeu qui est pas net. Et ce qui me paraît compliqué dans cette affaire, et c'est là qu'on est dans la question du changement d'échelle, c'est que à la fois on joue ce changement d'échelle, à la fois on s'implique complètement dans la direction, quand on dit l'Europe, la France et l'Allemagne, etc., on s'implique donc dans la direction des politiques publiques européennes, ce qui est tout à fait logique. Mais à un certain moment, quand ça commence à un peu mal tourner sur le plan proprement national ou local, à ce moment-là, on dit « Ah ben non, c'est pas nous, c'est l'Europe ». Alors évidemment, ça n'engendre rien de particulièrement enthousiasmant, disons, pour les citoyens qui sont pris dans cette configuration, qui n'ont pas nécessairement choisi, cette configuration européenne. Et en même temps, le sens proprement dit d'une Europe dans le contexte global, parce que la question de l'Europe, au fond, c'est la question de savoir si oui ou non, dans des contextes globalisés, on peut fonctionner isolément et si on n'est pas de toute façon pris dans des types d'interconnexions, là je parle en termes de politique, en termes de rapport entre les États, si on n'est pas pris là-dedans, auquel cas il faut s'inventer une forme qui soit à la fois efficace et à la fois relativement protectrice. Et c'est la discussion, sachant qu'en plus, on est face à des intérêts économiques qui sont des intérêts beaucoup plus larges et beaucoup plus globalisés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dimension politique, elle se restreint dans une certaine mesure. Elle est prise dans deux contraintes. Elle est prise dans une contrainte par rapport au marché, par rapport à l'économie ouverte, etc. Et elle est prise dans une contrainte parce que, sur tout un certain nombre de sujets, on ne va pas pouvoir travailler isolément au plan national. Donc on est obligé, j'ai intitulé un livre récent que j'appelais « Penser au-delà de l'État », mais on est obligé de toute façon de se projeter dans des systèmes qui sont au-delà ou si on veut en deçà, parce que ce que disait Adrien est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que progressivement, il y a aussi des gens qui disent « mais il y a un certain nombre de niveaux où on peut se gérer et on peut inventer nos propres dispositifs économiques, politiques, etc. et arriver à se débrouiller tout en conservant effectivement des formes de médiation qui sont des formes de médiation transnationales. Vous voyez. Et la question, c'est ça, c'est-à-dire que si on veut faire de la démocratie, il faut qu'il y ait un plan où on puisse être intervenant, où on puisse faire des choses et on puisse justement remédier à notre niveau à des problèmes qui ne seront pas cette fois réglés au niveau supérieur. Vous voyez. Il y a des problèmes qu'il faut régler effectivement sur un plan de grande échelle et il y a des problèmes qu'on peut très bien prendre en charge soi-même. Et il y a une prise de conscience, à mon avis, qu'on peut prendre un certain nombre de problèmes en charge directement et que la question qu'on a, c'est que de ce côté-là, je pense qu'on avancera. Je pense que des formes comment dirais-je, de micro-politique pourraient tout à fait fonctionner et fonctionnent dans un certain nombre de pays, mais que ce qu'on n'arrive pas à bien faire, à faire correctement, c'est l'articulation entre ces niveaux-là et justement les niveaux beaucoup plus larges, dont on ne peut pas faire l'économie en quelque sorte. Donc vous voyez, c'est la problématique aujourd'hui qui est posée par toute l'étude qu'on peut faire à l'intérieur des institutions. Si vous voulez. Moi, j'ai vraiment assisté à des réunions où des réunions européennes, par exemple, sur des politiques. Par exemple, si vous prenez le cas de la politique agricole, les Français sont depuis longue date impliqués dans la politique agricole, mais en même temps, ils sont sujets et assujettis, si vous voulez. Ils sont un peu dans le double bind, si vous voulez. Et alors, à ce moment-là, comment on fait? Comment on ne peut pas en sortir? On est dedans. On est obligé d'inventer aussi des nouvelles choses par rapport aux formes d'agriculture qui ne sont plus aujourd'hui, un certain nombre de formes qui ne sont plus soutenables. Et vous voyez qu'on a, à ce moment-là, beaucoup à faire à différents niveaux. Et c'est ça, et c'est cette concertation et cette articulation entre les différents niveaux qui est absolument indispensable. Donc là, c'est pas la révolution qu'il faut faire, c'est la réarticulation, je dirais, c'est la reconfiguration. Et c'est ça, mais c'est absolument, aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'ai connu 68 et tout ça. Mais aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire, on peut rêver, c'est-à-dire qu'on peut toujours rêver, c'est-à-dire qu'on nous donne à rêver, la grève générale, machin. Très bien. Mais en attendant, il faut vivre. Et les Argentins, effectivement, ils ont appris quelque chose, ils ont appris à faire quelque chose. Ils se sont constitués leur truc. Et ce qui se passe en France, et c'est pour ça que je dis, on a une tendance un peu défaitiste, ça dépasse un peu le plan de notre réunion, mais la tendance un peu défaitiste, c'est que on attend et on pense que bon, les choses vont s'améliorer, on va voter, etc. Mais on sait bien que c'est pas comme ça que ça va se passer. On sait bien que le prochain gouvernement, si celui-là sautait, serait de nouveau obligé de se remettre à niveau avec les contraintes dans lesquelles on est.
Mais par contre, si on arrive à mettre en place ces différents dispositifs et arriver à les articuler, évidemment, on peut aller très vite et très loin. Je pense qu'on l'a vu d'ailleurs pour les questions d'environnement. Je pense qu'il y a des choses nouvelles qui sont apparues et je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est lié à l'Internet et c'est lié à tous ces nouveaux moyens dont on parlait, c'est que ça a un effet d'accélérateur. Et ça, je pense, ça a un aspect très positif. Moi, je ne suis pas pessimiste, parce que de toute façon, la globalisation, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je pense, comme vous disiez, c'est une donnée, après on en fait ce qu'on en veut, etc. Mais on est dedans. Donc, mais par contre, tous ces éléments qui sont de l'ordre de la technique et de la politique, là, il y a de quoi vraiment susciter un énorme renouvellement. Mais encore une fois, il faut saisir les chances. Et je pense que c'est justement les nouvelles générations qui sont complètement impliquées là-dedans. Parce que c'est eux qui manipulent, c'est vous qui manipulez tout ça. Et là, c'est pas faire de la démagogie que de dire il faut absolument s'impliquer, mais comprendre, mais vraiment prendre la mesure de la configuration dans laquelle on se trouve. Et que si vos parents ou vos grands-parents vous répètent le village, je sais pas quoi, l'État, et tout ça, la nation, c'est très bien, c'est très gentil, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Et rien que cette idée... à 15h10, là, la nation vient de passer à la trappe. Je dis, il n'y a pas que ça, je ne dis pas. Non, il y a le poids de l'histoire, et c'est formidable. Bon, écoutez, moi, on pourrait continuer parce que c'est vraiment passionnant. Je pense que c'est peut-être le moment de donner un peu la parole à la salle. On a brassé large. Moi, je retiens quand même de toutes ces interventions l'idée que, de toute façon, la vie l'emporte. Quelle que soit la situation, les contraintes dans lesquelles on est, il faut vivre. Et la vie, chacun n'en a qu'une. Et éventuellement, il peut avoir des avatars, des projections, des rêves qui démultiplient sa vie. Mais à la fin des vies, on n'en a qu'une. Et si on attend que les choses s'arrangent, comme disait hier Alain Lamassoure, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous étaient hier au Conservatoire des Arts et des Métiers sur l'Europe, et il a dit « formidable !» des difficultés. Voilà, donc on a des difficultés, ça fait partie de la vie. Merci.